Madame, Monsieur, bonsoir. Un point sur la guerre en Ukraine ce soir. Fait marquant et très symbolique. En pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, c'était jeudi soir, des missiles russes de haute précision frappent Kiev, la capitale ukrainienne. C'est une première depuis la mi-avril qu'il y a des frappes sur Kiev. Bilan, un mort pour le moment. Mais surtout la stupeur devant le timing de ces frappes. Sur le terrain, du côté de l'Est ou du Sud-Est du pays, une opération d'évacuation pour les civils terrés dans l'usine d'Azovstal, assiégée par les troupes russes à Mariupol, est envisagée et prévue pour ce vendredi soir, selon la présidence ukrainienne. Par ailleurs, les forces russes poursuivent leur offensive aussi dans le Donbass. Sur un autre volet, sur le volet de la communauté internationale, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis envisagent de renforcer l'envoi de matériel militaire lourd. Comment la demande de Joe Biden, le président américain, au Congrès de débloquer une aide militaire de 20 milliards de dollars est-elle perçue? Comment le conflit peut-il évoluer dans ce sens? Quelles sont les pistes les plus évoquées? Et pourquoi la Russie affirme qu'il existe un risque sérieux de troisième guerre mondiale? Quelle est l'ampleur des conséquences économiques de cette guerre en Ukraine? Et enfin, que signifie, que symbolise la participation du Maroc à la réunion de la coalition américaine? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir colonel Saoud, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Et en face, Hassan Alaoui, cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique, va également commenter la situation avec nous ce soir. Merci d'être avec nous, Hassan Alaoui. Bonsoir et merci aussi. Alors, et aussi avec nous le professeur Khalid Chigraoui, vice-doyen à l'université Mohamed VI Polytechnique, faculté de gouvernance socio-économique et sociale. Bonsoir professeur Chigraoui, un plaisir de vous accueillir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Première question, si on commençait par cette déclaration, déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Une troisième guerre mondiale, messieurs. Est-ce qu'une troisième guerre mondiale est réellement à craindre aujourd'hui, vu l'évolution de la situation? Hassan Alaoui. Une troisième guerre mondiale, moi, je ne crois pas tout de suite, parce que ça fait partie de la rhétorique. Je pense, et je ne fais là que suivre un petit peu les avis des experts, qui évidemment... des experts en stratégie militaire, des experts en diplomatie, des experts tout simplement au niveau des think tanks et des organismes d'analyse. Et donc, pour l'instant, c'est, pense-t-on, une manière d'agiter un petit peu le spectre de la guerre chez les dirigeants russes, parce qu'ils sont arrivés quasiment à bout. Autrement dit, ils sont acculés maintenant, après avoir usé de tous les stratagèmes, de toutes les astuces de la guerre, de toutes les pressions, et il faut le dire, des crimes et tout ça, on en arrive à cette situation où je crois qu'il ne leur reste plus qu'à sortir leur dernière cartouche, évidemment, et la dernière cartouche, c'est les fameuses armes nucléaires. Ce en quoi, évidemment, les pays occidentaux, en l'occurrence les États-Unis, peuvent aussi répondre qu'eux aussi possèdent l'arme nucléaire équivalente. Et donc, tout le principe, si vous voulez, de ces déclarations un petit peu affolantes pour l'opinion publique internationale et pas responsables du tout au niveau, si vous voulez, des États, toutes ces déclarations relèvent un petit peu, je dirais, pratiquement de la guerre de l'information. Et donc, cette guerre d'information aujourd'hui, elle se substitue, surtout dans cette phase cruciale depuis hier, à la guerre tout court. Oui, mais quand on dit guerre mondiale, avant même d'évoquer l'arme nucléaire, Hassan Alaoui, oui, c'est que c'est une guerre qui implique beaucoup de pays. Or que aujourd'hui, la guerre, elle oppose l'Ukraine à la Russie. Oui. Clairement. Donc, est-ce que dans la symbolique, peut-être, c'est une question de sémantique, c'est que la Russie va contre-attaquer le reste du monde. J'allais dire qu'il y a un degré, si vous voulez, de franchi ou un pas nouveau dans cette guerre qui, évidemment, avec le langage et la sémantique, comme vous dites, la sémantique russe, notamment du ministre russe des Affaires étrangères, on se pose la question, est-ce que c'est une manière
de faire ce qu'on appelle la dissuasion, ou tout simplement une espèce de, j'allais dire, de retranchement sur soi, c'est-à-dire de non-retour auquel le gouvernement russe est arrivé. Et donc, tout le langage aujourd'hui usité ou utilisé, c'est un langage d'adaptation sur des circonstances précises. Ils ne sont pas venus aujourd'hui parler de guerre nucléaire s'ils n'étaient pas, moi je pense, d'après les experts, s'ils n'étaient pas acculés, évidemment, une certaine défensive. Parce que la guerre nucléaire, ça suppose aussi l'implication non seulement de l'Europe, mais, si vous voulez, d'autres continents. En l'occurrence, l'Afrique, la Chine, le monde arabe, et tout ça seront impliqués automatiquement parce qu'il y a quand même, comme disait Raymond Aron, c'est un pas en avant, un pas très dangereux, et il n'y a que le dialogue de dissuasion qui peut empêcher, si vous voulez, de franchir le Rubicon. Très bien. Alors, cette déclaration de Lavrov, elle est un peu quand même beaucoup liée à la livraison d'armes des Occidentaux vers l'Ukraine. Qu'en pensez-vous, messieurs? Professeur Chgraoui, par exemple. En fait, la déclaration de Lavrov, elle suit un peu un certain discours qui a déjà été prononcé par Vladimir Poutine, en fait, qui a toujours pensé que sa guerre n'est pas contre l'Ukraine, elle était beaucoup plus contre l'OTAN. Donc déjà dans la perception russe, parce qu'il faut être aussi de l'autre côté et voir comment les Russes voient les choses, ils sont en guerre contre l'OTAN, ils sont en guerre contre l'Occident et ils savent très très bien que l'opération qu'ils ont imaginée rapide en quelques heures ne s'est pas déroulée comme ils ont voulu, comme ils ont préparé, parce que de l'autre côté, il y a eu une préparation. Et on le sait maintenant que les États-Unis savaient très très bien, d'ailleurs ils l'ont déclaré, ils ne l'ont jamais caché, qu'ils savaient que les Russes étaient en préparation et ils allaient attaquer l'Ukraine. Il y a eu une aide massive reçue par l'Ukraine en termes d'un certain nombre d'armes bien spécifiques et bien destinées à contrer l'invasion russe. On savait très très bien comment les Russes allaient réagir, par quel process tactique ils vont procéder. Tout le monde sait leur usage des blindés, l'occupation du terrain. En fait, le monde le monde occidental est averti des stratégies russes et en plus, l'Ukraine était une partie de cette Union soviétique au passé. Donc, en quelque sorte, ils savent à quoi s'attendre quand il y a eu cette attaque. Et l'Ukraine n'aurait jamais pu résister à l'invasion russe s'il n'y avait pas cette aide massive. Certes, on l'a qualifié comme une sorte de perfusion parce qu'on n'a pas donné tout ce que l'Ukraine a demandé. Est-ce que l'Ukraine aurait pu résister autant s'il n'y avait pas eu autant d'aide des Occidentaux? Les chiffres sont clairs, l'approche quantitative elle est claire. L'Ukraine ne pourrait en aucun cas, sans aide extérieure, résister plus de 48 heures à la Russie. Ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont faites autrement que ce qu'a préparé les stratèges russes. Et il y avait une aide massive des États-Unis. Alors, ce qui a changé maintenant, pas seulement des États-Unis, mais des Européens, même nos amis espagnols, ont été extrêmement présents sur la scène. Mais aujourd'hui, Biden l'a déclaré hier avec une somme extrêmement conséquente. Et aujourd'hui, on sait très très bien ce qui va être reçus par l'Ukraine. On parle de chiffres extrêmement importants, à peu près 1400 Stinger. Ce sont des armes extrêmement efficaces contre les aéronefs, contre les hélicoptères et les avions. Si toutefois les 20 milliards de dollars passent au Congrès américain, demandé par le président Joe Biden. Il y aura beaucoup de choses qui vont passer autrement. OK. Alors, et on sait très très bien. Alors, juste 3 chiffres très importants que l'Ukraine va recevoir et ce qui a été décidé par les gens de l'Ouest. 1400 Stinger, 5500 Javelin, c'est des armes c'est des roquettes anti-blindées, 14 000 armes anti-blindées et armored weapons, et à peu près 700 drones multifonctionnels, pour ne pas dire switchable drones. Et c'est extrêmement important. Ce ne sont pas des armes extrêmement stratégiques, ce sont des armes tactiques extrêmement bien adaptées à cette situation et à un usage d'une armée comme celle de l'Ukraine. Je ne parle pas de ce qui va être envoyé en termes d'artillerie, d'ailleurs, on parle aussi d'un certain nombre d'avions et d'autres. Donc, les choses vont être extrêmement difficiles pour l'armée russe prochainement. Vous êtes expert en sécurité et en stratégie. Je vous donne la parole juste après Hassan Alaoui. Juste pour qu'on finisse le premier tour de table sur d'abord
le poids de la déclaration de Lavrov par rapport à la guerre mondiale, à la Troisième Guerre mondiale, qui coïncide avec la visite cette semaine du secrétaire général de l'ONU à Kiev, qui coïncide avec des frappes russes sur la capitale ukrainienne, du jamais vu depuis avril. Donc finalement, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas quelque chose que le pouvoir russe n'a pas d'ores et déjà calculé. Donc tout cela, l'un dans l'autre, c'est des messages de Moscou, lesquels ? Bon, d'abord, au niveau d'une pensée stratégique, comment on l'entend, l'escalade militaire va avec l'escalade en termes de langage. Et donc, il y a cette escalade-là. Vous savez, comme venait de le dire c'est Khalid, il y a un soutien massif qui a sérieusement modifié le rapport de force, c'est ça. Notamment dans le temps. Et donc, il a fallu élever le temps à l'endroit, surtout de ceux qui soutiennent l'Ukraine, et Lavrov, et surtout le président de la Fédération de Russie, devant la Douma, a dit que s'il y a quelqu'un qui interfère en Ukraine, il y aura une riposte rapide et foudroyante. Les termes sont clairs. Sur votre deuxième question, vous savez, le secrétaire général des Nations Unies est venu d'abord à Moscou, dans un but bien précis, un cessez-le-feu immédiat, et puis l'ouverture des corridors humanitaires. Je pense qu'il en est parti les mains vides. Et au moment où il était en Ukraine, d'ailleurs, dans une conférence de presse avec le chef de l'État ukrainien, il y a eu ce pilonnage par des missiles de croisière à partir de la Crimée, 1000 kilomètres, soi-disant qu'il ciblait un dépôt d'armement, une usine d'armement. Et cet objectif n'était pas loin de là où était le secrétaire général de l'ONU. Au niveau de la symbolique, je pense que, quelles que soient les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, elle a le mérite d'exister. Elle a un rôle important dans les opérations de maintien de la paix, la protection des réfugiés, la santé par l'OMS. Donc, elle existe. Et pilonner Kiev au moment où il y était, je ne sais pas quel message il voudrait. Beaucoup parlent de camoufler, d'autres parlent de provocation. Pour qu'on explique à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'un camouflet dans le langage un peu en termes d'éléments de langage, c'est une provocation. D'autres parlent d'humiliation. Parce que le minimum syndical serait de ne pas le faire au moment où il était là. Parce que c'est un messager de paix. Sauf qu'on lui a reproché, côté russe, une impartialité de l'Organisation des Nations Unies concernant ce conflit. Et évidemment, il a demandé une enquête indépendante et il a évoqué évidemment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité possibles. Peut-être que ça a dû froisser les dirigeants. En tout état de cause, je pense que au moment où il était là, cette réaction-là, et c'est un euphémisme de ma part, inappropriée. Très bien. Hassan Alaoui. Alors moi, je voudrais répondre sur deux petites choses d'abord. Je complète simplement le tableau de Chekraoui. Il y a eu en fait, depuis 3 jours, depuis la visite du secrétaire d'État à la Défense des États-Unis avec le secrétaire d'État des Affaires étrangères, depuis leur visite donc à Kiev, il y a eu la proposition d'envoi de 150 avions d'attaque, de 800 chars, de 2200 blindés, de 180 hélicoptères et évidemment 2400 Stinger. Dans les hélicoptères, ils ont déjà adopté 16 Mi-17 russes. Donc ils sont facilement manipulables par les Ukrainiens. C'est un investissement très lourd. Mais ça concerne qui? Qui a envoyé ces aides? Les Américains. Que les Américains. Que les Américains. Les Français sans ont envoyé... compter l'Allemagne aussi, qui s'est impliquée avec quelque chose comme 4 milliards. Par rapport au... Oui. Ça nous renvoie, si vous voulez, à cette histoire, ça nous renvoie à pratiquement à deux événements. La Deuxième Guerre mondiale et l'engagement, le plan Marshall militaire des États-Unis,
Et ensuite, la volonté, si vous voulez, en 1990, des États-Unis, et en 1980 notamment, du fameux plan, si vous voulez, de Donald Reagan, n'est-ce pas? Ronald Reagan, pardon, qui effectivement avait à cœur d'affaiblir, mais alors d'anéantir l'Union soviétique. Et c'est exactement la même visée aujourd'hui. Nous vivons ces temps, si vous voulez, de cette volonté militaire, politique manifeste des États-Unis d'aller au-delà. Parce que les Américains maintenant ne voient pas uniquement la guerre d'Ukraine que dans leur vision, si vous voulez, ils voient au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent en finir avec, pardonnez-moi, avec la Russie, une fois pour toutes. Et c'est pour ça qu'ils mettent ce paquet. Il n'y a pas que 20 milliards de dollars, il y a 30 milliards en fait. Mais 20 milliards pour le militaire. Pour le militaire. 33 en tout. 13 quand même, c'est un surcroît pour évidemment... Humanitaire. Et puis il y a l'argent qu'ils veulent récupérer des oligarques et qu'ils veulent absolument remettre au gouvernement ukrainien. C'est pas facile. Mais que dit justement, que dit la loi, la loi internationale là-dessus? Parce qu'il y a maintenant aujourd'hui des appels à ce qu'on utilise tous les avoirs qui ont été confisqués aux oligarques russes pour les Ukrainiens. Est-ce que c'est légitime devant la loi internationale? Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Personne n'a respecté, ni la Russie, ni les Européens n'ont respecté leurs engagements. Ça a commencé avec les accords de Minsk qui n'étaient pas aussi respectés par le bloc de l'Ouest. Exact. Ça a poussé les Russes à réagir. En fait, tout le monde... personne n'a respecté les règlements internationaux. Et aujourd'hui, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où vraiment où on a le droit d'être triste, mais vraiment triste, et presque on est en train de faire le deuil pour quelque chose qui s'appelle le droit international et qui s'appelle les Nations Unies. Et on voit très très bien que personne n'a cœur de respecter le minimum exigé dans de telles situations. Alors, en termes de droit, je pense qu'ils sont tous logés à la même enseigne, que ce soit l'Est ou l'Ouest, mais la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est que, en fait, la question la plus claire, c'est la Russie. Leur position, elle est très très claire. On ne veut pas d'un État qui est sous la coupole de l'OTAN à notre frontière. Et principalement, ce n'est pas n'importe quel État, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un peu la mère nourricière. C'est à l'origine même de la Russie. D'ailleurs, dans la réponse du secrétaire général des Nations Unies, il a parlé de Kiev comme une belle ville, comme un centre culturel, comme un centre de civilisation. Le message était clair. En fin de compte, messieurs les Russes de Moscou, quand vous attaquez Kiev, vous vous attaquez vous-même, vous attaquez votre patrimoine, vous attaquez votre mère. De là où est sortie la Russie, même la Russie tsarine. Donc, tout à fait. Mais ils le savent très très bien, nos amis russes, ils le savent très très bien. Mais le message, bien sûr, en fait, c'est juste un jonglage de paroles et de communication. Alors, le grand problème aujourd'hui, c'est que cette Ukraine, elle a été maintenue pour qu'elle résiste à cette invasion. Le monde occidental ne veut pas d'une troisième guerre mondiale, ça c'est sûr et certain. La peur aujourd'hui, c'est que la Russie élève cet étendard parce que c'est une arme de communication avant qu'elle soit une arme effective qu'elle va utiliser sur le plan du terrain. Mais il y a plusieurs manières d'entamer tout cela. Aujourd'hui, quand on parle du nucléaire, on oublie que le nucléaire, c'est deux catégories. C'est le tactique et le stratégique. Il est toujours possible d'utiliser le tactique. Et bien sûr, qu'est-ce que ça va donner comme réaction de l'autre côté? On ne sait pas. Et c'est très difficile d'être dans la prospective, dans l'hypothèse, dans ce domaine-là. Mais les Russes, sachant qu'ils ont déjà perdu une bataille sur le terrain, principalement au nord, ils ont déjà perdu la bataille de communication, ils sont en train d'utiliser ce qui leur reste comme arme. Aujourd'hui, ils ont une stratégie beaucoup plus précise, c'est occuper le littoral, la mer Noire, en finir avec la question du Donbass et de la Crimée, avec une visée sur Odessa, ce que les Américains n'aimeraient pas parce qu'autrement, l'Ukraine n'aura plus d'accès au littoral. Et c'est ça la guerre qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que tout le monde est là-bas en Ukraine. Colonel Saoud, justement, puisque professeur Chegraoui a évoqué cette question de la situation sur le terrain, clairement, à part cette attaque qu'il y a eu sur Kiev,
on voit qu'il y a un redéploiement, enfin depuis quelques semaines déjà, qu'il y a un redéploiement des forces russes vers l'Est et surtout le Sud-Est. Quelle est la situation aujourd'hui à Mariupol? Parce que lors de notre dernière émission, n'est-ce pas, Hassan Aoui, Mariupol était assiégé. On parlait de quelques heures avant la libération, selon les termes des Russes de Mariupol. Et toujours, c'est comme le petit village de Gaulois, là, qui résiste, n'est-ce pas? Ce sont ces soldats ukrainiens qui se cachent dans une usine. Et c'est toujours la situation, 2 semaines plus tard. La situation est toujours figée à Mariupol et notamment à Azovstal. Nous sommes dans une guerre dans la guerre. C'est-à-dire que côté russe, on demande la reddition et le dépôt des armes pour permettre aux civils, pour permettre un corridor humanitaire. Est-ce que ce sont des civils ou des soldats? Non, il y a des soldats et des civils. Et des enfants. Parce qu'on a reproché aussi aux Ukrainiens d'utiliser cela, d'utiliser les boucliers humains. Comme des boucliers humains, c'est ce qu'on leur reproche. Il y a évidemment, compte tenu de ce qu'on vient de dire, de tout ce soutien logistique occidental, il y a un réajustement stratégique des Russes. C'est quoi? C'est tenter de gagner du terrain dans le Donbass et valeur aujourd'hui, ils ont quelque chose comme 10 villages, pas de grande importance. Il y a un pilonnage et un bombardement Kherson qui est occupé et où le rouble circule maintenant. On a instauré le rouble à la place de la monnaie ukrainienne à laquelle on a donné 4 mois de délai pour la supprimer totalement. Et il y a Izium, il y a évidemment Mykolaiv et il y a Kharkiv. Voilà à peu près. Mais il y a une nouvelle donne stratégique. C'est ce qu'on appelle la destruction des nœuds d'approvisionnement stratégique. C'est-à-dire les ponts ferroviaires et routiers. Le premier a été presque détruit entre la Roumanie et l'Ukraine. Donc vous voyez, c'est pour isoler, c'est pour isoler et ne pas permettre aux renforts d'arriver. Et il y a un autre centre-ouest du côté de Dniepr où il permet aussi, c'est des ponts routiers et ferroviaires. Donc c'est une nouvelle stratégie et c'est une nouvelle tendance opérationnelle à continuer dans l'attrition, mais surtout les voies de communication d'où peuvent venir les renforts et les aides. Donc nous en sommes là. Il y a une date fatidique, c'est le 9 mai. Le 9 mai, est-ce qu'il y a quelque chose à présenter dans cette rappellera fête? Pourquoi cette symbolique du 9 mai et pourquoi est-elle aussi importante pour le président russe? Elle est importante parce qu'elle sanctionne la capitulation des SS après la Deuxième Guerre mondiale et c'est une fête nationale dans laquelle il y a un défilé militaire très impressionnant. Est-ce qu'on arrivera à avoir le Donbass? J'en doute fort. D'ici là... Vous doutez que la Russie ait le contrôle sur le Donbass ne tombera pas, ça c'est sûr, parce que, vous savez, c'est du Dniepr jusqu'en Crimée. Le couloir entre la Crimée et le Donbass n'est pas encore libéré. Kharkiv n'est pas libéré. Et on fait des pelonnages maintenant, on fait du soutien aux forces terrestres, qui est très important, ce qui permet aux forces terrestres d'avancer plus rapidement. Moi, je pense que cette date fatidique-là a accentué aussi bien les bombardements que les pelonnages d'artillerie, que l'avancée. Mais ils n'arrivent pas encore à avoir des grandes villes. Kherson, elle est déjà prise. Izium, également Kharkiv tient, bon, mais les petits villages environnants dans le Donbass ont été... 6 ou 7 villages ont été occupés, mais complètement rasés. À Mariupol, il ne reste plus rien. 95% a été détruit. Et c'est ça qui, dans l'esprit des Russes, qui permet aux militaires ukrainiens et au groupe Azov de ne pas avoir où se cacher. Nous verrons bien. En tout cas, le responsable de cette brigade ukrainienne a lancé un OCS pour l'aide et pour un soutien logistique, alors qu'il
Ils sont assiégés. Et je pense comme... Ils sont assiégés depuis longtemps maintenant. Oui, parce Et qu'ils ils tiennent quand même. Ils tiennent parce qu'ils étaient à l'économie pour durer. Et là, ils sont quand même à la limite du potentiel. On verra bien parce que le président russe a prescrit qu'aucune mouche ne peut sortir de Mariupol et de cette usine-là, parce qu'ils sont tous terrés dans cette usine. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Oui. C'est un peu la Stalingrad, autrement dit. Mais au fait, parce qu'ils ont utilisé énormément d'autres stratégies, tous les tunnels. N'oubliez pas que Mariupol, quand même, c'était une ville industrielle. Donc, il y avait quand même une structure extrêmement intéressante, principalement les tunnels. Azovstal, c'est une ville en elle-même. Voilà. Quand on parle d'usine, ce n'est pas une petite fabrique. C'est une ville industrielle. Non, c'est 20 kilomètres. C'est énorme. Je dis, en fait, mais il y a un vrai problème. Moi, ce qui m'interpelle, il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est que cette Russie, avec tout son background, oui, il y a l'aide des Américains, l'aide des Européens, il y a le fait que l'Ukraine aussi, n'oublions pas, parce qu'il y a quand même un fond nationaliste très important qui s'est beaucoup plus alimenté de cette guerre. La Russie a créé quand même, elle a ouvert une autre boîte à Pandore, c'est qu'elle a poussé à une concrétisation de ce qu'on peut appeler un nationalisme ukrainien, qui souffrait de beaucoup de manques. Absolument. Mais là, plus jamais on va faire une marche arrière. Il y a une Ukraine définitive et la Russie ne peut plus changer la donne identitaire dans cette région. Mais la grande question... En fait, elle l'a changé, mais pour l'opposer. Oui, bien sûr. En fait, alors, la question aussi qui reste posée, c'est que cette armée russe, parce qu'on se pose la question aussi, n'est-elle pas toujours en train de penser en des termes qui sont assez dépassés, qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, le rapport au terrain, le rapport à des symboliques. Pourquoi j'ai dit Stalingrad ? Les nazis avaient fait l'erreur de leur vie, je dirais même c'était Adolphe qui a fait l'erreur de sa vie, qu'il a perdu d'ailleurs, de se coller à des symboliques. Une ville n'est pas obligatoirement un espace stratégique pour une armée. Et il y a un problème assez Khalid. Non, mais je dis... On laisse peut-être finir juste son idée. C'est juste, je sais très très bien que ce n'est pas aussi... La comparaison n'est pas vraie, mais dans cette guerre, j'ai tendance parfois à croire que tout ce beau monde-là, principalement nos amis russes, sont dans une conception de la symbolique, de la culture, de l'histoire, qui risque de leur faire voir les choses d'une manière moins pragmatique. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, le stratagème russe se base plus sur de la symbolique que sur du stratégique? Il y a un côté symbolique. Il y a un côté symbolique, qu'on le veut ou non. Ça a commencé par le Nord, ça a commencé par Kiev. Ils ont su qu'ils ne peuvent pas. Et maintenant, ils vont vers le Sud. Et là, il y a d'autres choses. Mariupol, je ne suis pas militaire, pour le peu de choses que je connais, mais on peut dépasser cette question d'usine et aller voir ailleurs tout en maintenant un siège. Mais la question se pose. Très bien, très bien. Vous savez, pardon, oui, madame, vous savez quel est le problème à cause duquel nous en sommes là? C'est qu'on croyait, et les services de renseignement se sont complètement trompés, on croyait qu'on allait être reçu dans une terre promise. On croyait qu'il y avait des relais sûrs comme en Crimée. Et c'est là où les services de renseignement se sont complètement plantés et où il y a eu ce retournement dont a parlé Khalid et une exacerbation d'un nationalisme et d'un patriotisme ukrainien qu'on n'a jamais vu. Et on attendait peut-être aussi un patriotisme et un nationalisme russe. Cela dit, ça reste assez mitigé et en demi-teinte. Hassan Alaoui, une réaction par rapport à ce qui a été développé et surtout à l'importance de la symbolique pour ce président russe, Vladimir Poutine. Moi, je pense que depuis 2 jours, nous vivons un tournant de cette guerre, un tournant majeur. Ce qui nous a un petit peu donné l'impression d'être une situation figée, en fait, c'est une situation qui évolue. Et les renseignements américains, en tout cas, ne se sont pas trompés. William Burns avait bel et bien prévenu depuis des semaines et tout ça. Un rapport qui est connu, qui commence à circuler maintenant, et les Américains étaient prêts. D'où, si vous voulez, l'engagement des États-Unis à commencer à fabriquer des armes déjà lourdes et légères et toutes sophistiquées et tout. Parce qu'ils savaient... À qui profite réellement ce conflit quand vous dites des phrases comme ça, on a envie de se poser la question. Alors moi j'en viens, si vous voulez. Oui. Deuxième chose,
si vous voulez, l'un des résultats immédiats de cette histoire, c'est que la Russie, ou le gouvernement russe, a simplement contribué à forger une nouvelle conscience des pays occidentaux. C'est-à-dire, sans cette guerre, jamais on verrait l'OTAN se réveiller. L'OTAN qui était pratiquement mort-vivant, comme disait Macron, n'est-ce pas, qui était absolument devenu inutile. Et on était en train de penser à sa dissolution tout simplement ici et là. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il se réveille. L'Union européenne, elle se réveille. Les États-Unis, l'Occident entier. Et c'est le service que Poutine a rendu, si vous voulez, à ce camp occidental. Deuxième chose, l'histoire du Donbass, maintenant, je crois que c'est pas que c'est dépassé, mais aujourd'hui, il y a une autre phase dans laquelle nous entrons qui dépasse le Donbass. Le Donbass, il va simplement, lui, organiser, le président russe, organiser des référendums. Il pense déjà, dans toutes ces petites villes dont a parlé le colonel, et c'est pratiquement dans son esprit, c'est réglé. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller en avant, c'est-à-dire, j'allais dire, les pays qui sont à côté de l'Ukraine, qui sont menacés maintenant, qui se sentent vraiment très inquiets, jusque la Roumanie, et la Moldavie, bien sûr, et la Finlande et la Suède qui se précipitent pour faire acte, si vous voulez, d'adhésion. Ça, c'est l'enjeu prochain. C'est le plus important. C'est le revers de la médaille aussi pour la Russie. Il l'a déjà neutralisé, lui. La Russie a neutralisé l'Est maintenant. Ça y est, on va plus. Il y a la poche, évidemment, de résistance de soldats héroïques avec des familles et des enfants. Mais il y a maintenant l'au-delà, c'est-à-dire vers la frontière de l'Ouest. Et il a frappé 2 ou 3 fois, justement, dans cette région, parce que c'est là, il a coupé tout simplement, parce que c'est à partir de là que proviennent les armes occidentales. Et il est en train de regarder au-delà, c'est-à-dire vers l'Europe, tout simplement, vers la Pologne. Et c'est l'enjeu auquel, maintenant, on doit faire face dans les prochaines semaines. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Dans les prochaines semaines, moi je voudrais m'arrêter sur cette réunion, parce que l'aide ne va pas s'arrêter, elle risque même d'augmenter, l'aide de l'Occident. 40 alliés des États-Unis, c'était mardi 26 avril, à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne. Le Maroc a été représenté. Messieurs, un commentaire. Après, bien sûr, je rappellerai l'absence de 3 séances de vote tenues à l'ONU qui avaient condamné l'agression russe en Ukraine. Khalid Chegraoui. Je dirais, en fait, déjà, il faut séparer les deux choses. Le Maroc et l'OTAN, c'est une longue histoire, ce n'est pas nouveau. Et le Maroc est un partenaire assez privilégié de l'OTAN. Donc, c'est une séance, il n'y avait pas eu de décision extrêmement ni contraignante ni imposante, mais ce sont, je pense, des réunions entre des alliés, entre des partenaires, et c'est extrêmement important d'y être, juste pour quand même voir un peu les choses, comment vont aller. Parce qu'on est à l'aube de plusieurs changements sur le plan stratégique et à l'international. Ceci dit, la position du Maroc sur le plan politique, elle était tout du moins claire pour nous, peut-être pas pour certains, mais le Maroc, c'est une position qu'il a toujours maintenue, et non pas seulement concernant cette guerre, depuis la crise de la Crimée. Et juste pour expliquer quelque chose, ne pas participer au vote, ça ne veut pas dire ne pas assister, mais c'est un refus de prendre position. Parce que déjà, beaucoup de gens mélangent entre le fait de s'abstenir et de s'abstenir, c'est une position bien sûr, qui peut être positive pour l'un ou pour l'autre, et négative bien sûr pour l'un et l'autre. Donc, il faut séparer les deux choses. La relation du Maroc avec l'OTAN, c'est une relation historique, stratégique, très importante, et le Maroc est un partenaire essentiel de l'OTAN dans plusieurs domaines. Sur le plan politique, le Maroc a géré sa question, la relation avec la crise ukrainienne, comme il a été sur la question avec la Crimée. Et ça ne sort pas quand même d'un certain consensus qu'on va voir au sein du continent africain. La majorité des pays qui n'ont pas participé au vote sont en Afrique. Et la majorité des pays qui se sont abstenus sont aussi africains. Pourquoi donc ? Au fait, c'est très simple. Le Maroc, comme beaucoup de pays africains, je ne parle pas de ceux qui ont des positions plus ou moins claires. Historiques. Voilà, parce que quand même, Russie a ses relais.
Mais quand bien même certains de ces relais se sont abstenus, parce que pour ne citer que le voisin algérien. Le monde a changé aussi. La Russie n'est plus l'Union soviétique de l'époque. Le monde aussi a changé. Mais le grand problème aujourd'hui qui se pose, c'est que, et je pense que le gouvernement marocain a bien pensé à la question, c'est qu'on ne veut plus redevenir des pions dans un échiquier, un nouveau échiquier de guerre froide, comme on l'avait vécu dans les années 50, 60 et 70. Et le Maroc, s'il y a un pays qui en a le plus souffert, bon, on ne va pas faire la rivalité des misérabilités historiques, mais le Maroc a énormément souffert de cette guerre froide. Que ce soit par ses rapports privilégiés avec le monde occidental, et même parce qu'on oublie assez souvent que le Maroc a toujours maintenu des relations extrêmement importantes avec l'Union soviétique de l'époque. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique et autres. Alors, c'est une position historique que le Maroc a toujours maintenue et je pense que beaucoup de pays africains suivent un peu cette lignée. On ne veut plus redevenir un pion dans une guerre qui n'est pas la nôtre et qui nous fait souffrir aujourd'hui. L'impact, il est énorme. On est en train de payer le prix de choses, de pots, de situations dont on n'a jamais été les instigateurs, qui ne sont nullement de notre intérêt, et où les frais vont être énormes. Et après, ce n'est ni l'Occident ni l'Orient qui va venir sauver les pays africains. Il va falloir qu'on se réunisse entre nous, qu'on trouve les moyens de réussir à sortir de cette crise d'ailleurs économique qui est beaucoup plus grave que tout ce qu'on peut penser sur le plan politique ou autre. Mais surtout l'onde de choc qui risque de durer bien après. Ça dure. Déjà qu'on ne connaît pas l'issue de cette crise, pour quand? Alors, ces impacts et les dommages collatéraux risquent de durer dans le temps et pour les années à venir. C'est important que vous souleviez ou que vous rappeliez que le Maroc a quand même un statut d'allié non membre de l'OTAN. C'est une chose. Mais ceci étant dit, il n'est pas le seul qui a participé à cette réunion. On va rappeler que cette réunion, elle a un peu rassemblé beaucoup de pays qui viendraient en aide à l'Ukraine. Quel est le rôle que peuvent jouer ces pays-là, non membres de l'OTAN, dans cette coalition? Je n'ai pas envie d'utiliser le terme coalition, vraiment je le mets entre guillemets avec beaucoup de prudence. Ces 40 participants qui ne sont pas membres. Parmi ces 40 participants, colonel Saoud, il y en a certains qui ne sont pas membres. Alors quel rôle sont-ils amenés à jouer? Si vous permettez, pour revenir sur le vote dont a parlé mon ami Khalid, si on compte les votes, c'est plus de la moitié de l'humanité qui a voté contre les sanctions contre la Russie. Inde, Chine, Brésil et j'en oublie. Pour cette réunion, nous sommes des partenaires de l'OTAN. L'objet de cette réunion de Ramstein, c'est un soutien. Et je cite évidemment le chef du Pentagone américain qui a dit « Nous voulons que le soutien à l'Ukraine va à la vitesse de la guerre ». Et dans cette réunion, évidemment, il a été décidé des réunions étapes, si vous voulez, pour voir où c'est qu'on en est. La plupart des pays non otaniens n'ont rien à perdre. Ils ont décidé de manière autonome, stratégiquement, de participer. Donc le Maroc et 4 pays africains. Et le Qatar aussi. Et le Qatar. Est-ce qu'on va soutenir matériellement l'Ukraine? Personne ne l'imagine. Mais assister à cette réunion, ça veut dire qu'on est libre, qu'on choisit selon nos intérêts stratégiques ce qu'on doit faire. Donc, pour moi, c'était une réunion où on devait être présent tant qu'on a été invité et parce que nous sommes quand même des partenaires stratégiques privilégiés de l'OTAN, sauf que on n'a rien perdu, sauf qu'on a gagné notre liberté d'action. Très bien. Et le Maroc reste bien sûr souverain de ses choix et de ses actions. Décision, tout à fait. Hassan Alaoui. Alors moi, je pense que cette réunion, c'est une réunion factuelle, quand bien même elle serait très très lourde de conséquences et importantes. La preuve, c'est que la Russie a tout de suite réagi, n'est-ce pas? Et pour ce qui est du Maroc, notre pays, c'est un pays souverain. Donc, comme a dit le professeur, nous avons toujours été, je veux dire,
tenant d'une neutralité depuis les années 60, vous le savez, depuis la conférence de Belgrade, n'est-ce pas, du non-alignement. Cette théorie nous a permis de nous en sortir, bien sûr, très très à l'aise, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, de bonnes relations avec la Russie soviétique, de bonnes relations avec le camp occidental, ne nous empêchent pas aussi, si vous voulez, d'exprimer un petit peu notre posture qui consiste aujourd'hui, hier, à être, je veux dire, dans la conférence de Ramstein, où il y avait évidemment 40 États, n'est-ce pas? Et tout simplement, on pourrait assister comme, à la limite, comme observateur, mais comme partenaire, entre guillemets, de toute façon. En tout état de cause, on ne peut pas se disloquer d'un camp auquel nous appartenons, ne serait-ce que symboliquement. Et donc la position, encore là, c'est une position qui est raisonnable, qui est réaliste, n'est-ce pas? Et tout simplement aussi parce que nous marquons une différence, nous marquons aussi un arrêt dans notre expression, si vous voulez, de voir un petit peu ce qui va se passer après. Et qui sait que peut-être la conférence de Ramstein, qui évidemment qui se passe dans une base militaire allemande, n'est-ce pas, pourrait peut-être tirer, je veux dire, les ficelles et favoriser une situation quelle qu'elle soit, de toute manière. Ou bien une situation, je veux dire, dans le même esprit qu'aujourd'hui, ou bien une autre situation qui pourrait être tout simplement ramener la Russie soviétique à la raison, ramener la Russie à la raison. Ah oui, parce que c'est l'Empire. Oui, peut-être aussi enlever cette idée de l'Empire soviétique de la tête des Russes. Des Russes, de Poutine. Mais je disais que ça change la donne depuis quelques jours parce que la propagande russe, vous l'avez vu, cette histoire d'émissions de télévision qui agite le spectre de la guerre nucléaire avec moquerie, c'est-à-dire une manière de se moquer du camp occidental, de se moquer du président américain et tout ça. Nous n'adhérons pas à tout ça. Nous n'avons pas adhéré aussi à la condamnation unanime et unilatérale de la Russie. Nous savons aussi ce que la Russie a vécu depuis 2000, pratiquement depuis 1991, le démantèlement, l'humiliation et tout. Aujourd'hui, notre position, elle est simplement claire parce qu'elle est pour l'efficacité, je pense. Et la paix peut-être aussi, parce que le Maroc joue un grand rôle de paix dans les conflits, notamment africains. Et on ne peut pas renier, pas notre alliance, mais notre, je veux dire, adhésion au principe de l'OTAN, qui est celui un petit peu de sécuriser, si vous voulez, le monde et la région à laquelle nous appartenons. Très bien. Quelle est l'importance de cette réunion? Les États-Unis ont affiché une posture. Le secrétaire d'État à la Défense a dit clairement notre but est d'isoler et d'affaiblir la Russie. Et ça, c'est clair. Ça, il a fait voilà. Et ça, il l'a dit. Affaiblir, il a dit de faire, d'affaiblir, de détruire la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Moi, je pense que les Américains se sont installés dans la durée dans cette guerre. Tout à fait. Voilà. Si toutefois, c'est la même administration qui perdure. Il y a aussi les élections, les midterms qui arrivent pour les États-Unis. Il reste encore quelques années. Mais il y a beaucoup. Mais les midterms jouent beaucoup sur l'orientation, sur des orientations stratégiques de l'administration. Du budget, bien sûr. Absolument. Mais sur le plan militaire, rare sont les changements au niveau de l'administration américaine. Mais là, je crois que le Biden dont on accusait l'âge et tout, est en train de se réveiller quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le Roosevelt des années 40. Oui, c'est sûr et certain. Avec chaise roulante et tout. Effectivement. La guerre à Hitler et qui a démantelé le nazisme. C'est sûr qu'il y a un deep state aux États-Unis qui marche toujours, qui travaille toujours. En fait, moi, je me dis que... Pour clore un dernier tour de table, messieurs. Allez-y. Alors, moi, je dis que peut-être que les États-Unis, en fait, et l'Ukraine ont gagné la guerre de l'information. Ils ont gagné la guerre de la résistance. La Russie a perdu sa guerre. Il faut être clair et net sur cela. Elle a perdu aussi sa guerre de communication. Surtout, oui. Surtout cela. Aujourd'hui, il se concentre sur l'Est et le Sud. Le maximum qu'aimerait réussir Poutine, c'est de stabiliser la région du Donbass, en finir une fois pour toutes avec la question de la Crimée, et plus de marche arrière sur cette question. Et je pense là, il a réussi pour la Crimée, pas tellement pour le Donbass, mais en cours. Mais il a des visées sur toute la côte de la mer Noire pour arriver à la Transnistrie. Et là,
S'il continue dans cette question-là, ça va être beaucoup plus grave pour lui. S'il s'arrête à ce moment-là, peut-être qu'il aura les possibilités de négocier et ça va être un contrôle de la mer d'Azov, un contrôle de la moitié de la côte nord de la mer Noire et laisser une fenêtre de sortie honorable aussi à l'Ukraine. Mais serait fou qui penserait un jour pouvoir occuper l'Ukraine. Et surtout les Russes, parce qu'ils savent ce que c'est que l'Ukraine. C'est un territoire impossible à occuper. On peut occuper des nœuds, des petits passages, des villes, mais ce n'est pas un pays à occuper. C'est aussi valable pour un autre pays comme l'Afghanistan, c'est aussi valable comme pour un autre pays comme le Vietnam, et c'est aussi valable comme un pays historique comme le Maroc. Jamais personne n'a pu l'occuper totalement, ni définitivement. Ni définitivement, absolument. Professeur et colonel Saoud, pour le coup, ce changement de stratégie de la guerre en Ukraine ne présage en rien une fin imminente de ce conflit. Madame, loin de là. On est à 65 jours. 65 jours maintenant, et il n'y a pas de trophée de guerre, aussi bien pour l'envahisseur que pour celui qui est envahi. On résiste mieux. Des rapports de force sont en train d'être inversés. Les apports de l'Occident sont en train de faire leur effet, mais la brutalité russe est en train de gagner du terrain, du moins dans le Donbass. Encore une fois, nous sommes partis pour longtemps. Et le dirigeant, ou le président Poutine ne discutera pas avant d'avoir le dessus par rapport à des négociations. Et le 9 mai, à mon avis, cette date butoir va nous donner encore d'amples renseignements sur la situation du terrain, comment elle est. Mais d'ici là, à mon humble avis, toute la stratégie russe ne sera pas complètement atteinte. Cela dit, Moscou a assuré vouloir poursuivre les négociations. Bon, après, entre ce qu'on annonce et ce qu'on en veut vraiment et la réelle volonté, il y a un monde. La carotte et le bâton. Absolument. Hassan Alaoui, pour clore. Il y a 2 points, moi, que je vais souligner. Cette guerre, bien entendu, j'adhère au principe que vous avez dit, va continuer, vu l'investissement en milliards de dollars, encore que il faut encore attendre la réaction, mais ça va être positif. Du Congrès et du Sénat américain, c'est en discussion, mais quand même 20 milliards sur le plan militaire, 20 milliards de dollars, c'est pas rien, et donc ça nous renvoie à une guerre à long terme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, peut-être l'administration américaine changera, que peut-être Trump reviendra, n'est-ce pas? Et on sait... Ça vous fait sourire. Ouais. En tout cas, il pourra même revenir sur Twitter bientôt. Bien sûr, n'est-ce pas? Il a dit en attendant que, effectivement, Elon Musk prenne littéralement et concrètement et réellement le contrôle de la plateforme. J'ajouterais, pour finir, hein, c'est que toute cette affaire, en fait, profite quand même aux Américains en termes d'argent et de dollars. Bien sûr. Parce que l'industrie de la défense va marcher. Ils vont vendre des armes de plus en plus. Je veux dire, ils vont vendre leur gaz, ils vont vendre leurs armes. Tout. C'est déjà le cas. Hein. Ils sont en train de vendre, n'est-ce pas, messieurs? C'est une deuxième guerre faite à Poutine. C'est celle-là, la vraie. Oui. Est-ce que le fait qu'il décide d'arrêter le gaz pour la Pologne, et est-ce que ça risque... Et il a fait une déclaration quand même dans ce sens qu'il allait mener une guerre du gaz. Oui. Est-ce qu'il pèse vraiment ces mots? Est-ce que la Russie peut survivre sans vendre son gaz à l'Europe? Vous savez, ça continue encore la vente des gaz. Jusqu'à la valeur aujourd'hui, je crois qu'il y a 60 millions ou plus. 700 millions de dollars jour. Jour. Vous vous rendez compte? 700 millions de dollars par jour, ça rentre encore. Ça n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté pour l'Allemagne, quand même. Même pour l'Ukraine. Ils ne peuvent pas. Même pour l'Ukraine. Des deux côtés. Donc, comme certains nous alertent, l'Occident est en train d'enrichir la Russie. Et la Russie est en train d'enrichir les États-Unis. Parce que les États-Unis, maintenant, vont commencer à fabriquer des armes et à vendre des armes, n'est-ce pas? L'industrie va redémarrer, va être redéployée comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les céréales américaines peuvent aussi remplacer les céréales russes sur le marché mondial? Non. Ou effectivement, les deux ont c'est des parades.
constante. Ils auront toujours leur place, mais ça va être quelque chose qui va impacter énormément le marché des céréales et des autres produits agricoles, pas seulement aussi du potasse, pas mal de choses vont être altérées de par le monde. Des exportations. Oui, mais quand même, c'est... Et il n'y a pas que les États-Unis. Le Canada a essayé d'en profiter. La France va... L'Europe, l'Union européenne, d'ailleurs, c'est Alaoui, on a parlé tout à l'heure, cette conscience, en fait, cette agriculture de l'Union européenne qui a commencé à partir en friche, peut-être qu'elle va être, qu'on va la revivifier autrement. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en tous les cas. Mais juste pour ne pas oublier, on a oublié un autre acteur extrêmement présent. On n'en parle pas, c'est la Chine. La Chine, oui. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Vous dites qu'elle est extrêmement présente, pas trop. Hein. Alors, pour le moment, c'est l'absent présent. C'est l'absent présent, tout à fait. Oui. Mais ils sont partout. Parce que les États-Unis, quand ils pensent Poutine, ils pensent aussi la Chine. Quand ils pensent Ukraine, ils pensent Taïwan. Et là, tout le monde en est conscient. Ce plan d'armement, d'industrialisation, je veux dire militaire, c'est aussi, au-delà de la Russie, c'est la Chine. Ça, c'est clair. Oui, parce que la Chine, c'est un gros morceau auquel aussi bien Trump que son successeur sont en train de, je veux dire, penser sérieusement. Trump pensait plutôt sur le volet commercial. Il a imposé des impôts. Pour le Maroc. Un mot, il n'y a plus de temps. Hein. Un mot pour le Maroc. Alors, pour le Maroc, je pense que il faudrait se féliciter de la sagesse de notre diplomatie, évidemment des instructions royales qui sont quand même extraordinaires, qui nous épargnent beaucoup de choses. Avec subtilité, nous glissons un petit peu dans les, j'allais dire... Pas les eaux troubles, hein. Oui, voilà, c'est ça. Extrêmement trouble. Exactement. De la diplomatie aujourd'hui violente, agressive, qui est en train de s'installer, de s'instaurer. Merci Hassan Alaoui, merci professeur Khalid Chgraoui, merci colonel Hassan Saoud. Merci d'avoir enrichi cette discussion ce soir. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.